Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et c'est le vendredi de l'emploi avec l'économiste canadien le plus actif, Éric Lasselle. Le rapport sur l'emploi est publié tôt dans la journée. C'est déjà beaucoup de travail pour Éric. Mais en plus, il s'est couché tard hier soir après avoir distribué tous ses bonbons dans le quartier. Oui, mais bon, n'exagérons rien, Dave. Comment s'est passé l'Halloween chez les Lasselle? Très bien, mon plus jeune a fait sa propre tournée par lui-même, sans doute pour la dernière fois. Nous sommes restés à la maison pour distribuer les bonbons à la porte, mais c'était tout de même amusant. Mais si j'ai l'air si fatigué, Dave, c'est plutôt à cause de la Série mondiale et de tous les matchs qui se sont terminés si tard. Oui, la série a été courte, mais les 5 matchs étaient franchement passablement excitants. Super excitant, oui. Les séries précédentes également. On a tous apprécié. Je ne sais pas trop quoi dire du résultat final. Je ne suis pas mécontent que les Dodgers aient gagné. Il s'agissait de 2 dynasties du baseball qui s'affrontaient. Aucun des deux n'était vraiment sous-estimé. Il n'y avait pas d'équipe de Toronto non plus qui aurait été idéale. Mais voilà, c'est fini. En tant que fan des Angels, je déteste les Dodgers et simplement par principe, je déteste les Yankees. Alors, je n'avais pas de favori, mais j'ai simplement apprécié le baseball. Et beaucoup de termes assez peu flatteurs ont été prononcés récemment pour décrire certains groupes de gens. On en reparlera. Ah oui, on en reparlera. Mais si vous n'aimez ni le baseball ni l'économie, vous faites sans doute partie d'une certaine de ces catégories. Oui, d'accord. On dit que c'est lent et ennuyeux, Éric, mais pour nous deux, c'est pourtant très excitant. Oui, excitant comme une règle à calcul, c'est ce que vous voulez dire. Une règle à calcul, pourquoi pas. On ne le voit pas à cause de l'angle de la caméra, pour ceux d'entre nous qui regardent sur YouTube, mais vous avez votre étui de poche avec tous vos étuis de calcul. Et en fait, oui, c'est la même chose pour moi. Alors, Éric, le rapport sur l'emploi, vous avez dû distribuer plus de bonbons hier soir que d'emplois ont été créés aux États-Unis le mois dernier. C'est peut-être vrai. Non, mais sans blague, vous avez raison, ce mois a été très anémique en termes de création d'emplois. Seulement 12 000 emplois ont été créés. Nous réduisons non pas de 2, mais de 4 fois l'ordre de grandeur normal. Tenez, je vais sortir ma règle à calcul pour vous expliquer ça. 12 000 emplois, ce n'est pas beaucoup. Le consensus était de 100 000, mais le mois précédent, le nombre d'emplois était de l'ordre de 200 000. Alors parlons d'un mois faible. On dira ce qu'on veut, mais il y a plusieurs facteurs pour expliquer cela, à commencer par 2 ouragans. L'un, il est vrai, a techniquement eu lieu en septembre, mais on compare ici une semaine de référence à la semaine de référence suivante, et l'écart entre les 2 semaines a en effet englobé ces 2 grands ouragans américains dans le sud-est. Il y a donc eu des distorsions dues aux ouragans, mais aussi d'autres dues aux grèves. Cela semble expliquer en grande partie la faiblesse. On aurait voulu pouvoir regarder les chiffres de l'emploi en Floride et en Caroline du Nord, mais ce n'est pas possible. Ces chiffres ne sont pas publiés avant le mois prochain. C'est donc vers le 1er décembre qu'on pourra se prononcer avec plus de précision. Mais il y a une mesure qui indique le nombre de travailleurs qui n'ont pas pu travailler en raison des conditions météo, et ce nombre était de 512 000 travailleurs. On ne peut juste additionner 512 à 12, parce qu'il y a toujours des gens qui ne peuvent pas travailler et qu'il y a des facteurs saisonniers, entre autres. Le Bureau of Labor Services n'apprécie pas ce genre de calcul, soit dit en passant. Ils disent que ce n'est pas un calcul clair. Je ne dirais pas que le chiffre réel est d'250 000 d'emplois créés, mais eux diraient que puisque normalement il y a 250 000 de personnes incapables de travailler en raison des conditions météo et que par conséquent il y en a maintenant environ 250 000 de plus que d'habitude, on ne peut pas tout à fait ajouter cela aux 12 000. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le mois aurait probablement été assez normal s'il n'y avait pas eu ces facteurs. Il y a eu des grèves chez Boeing, si ma mémoire est bonne. Cela a eu un effet notable sur les emplois dans le secteur manufacturier et aurait pu expliquer 45 000 emplois supplémentaires. Sans cela, la situation aurait pu sembler normale. À noter que le taux de chômage s'est maintenu à 4,1 %.
Si je regarde plus largement et au-delà de cette enquête particulière, il me semble que le marché de l'emploi est en bonne santé. Les chiffres des demandes d'allocation chômage sont hebdomadaires et donc plus récents. À la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre, nous avons constaté que les demandes d'allocation chômage avaient considérablement augmenté car les gens n'étaient pas en mesure de travailler. Au cours des 2 dernières semaines, les chiffres sont revenus à leur niveau d'avant les ouragans. En fait, le chiffre que nous avons obtenu hier est maintenant un peu inférieur, si ma mémoire est bonne, à ce qu'il était avant les ouragans. Je dirais que nous ne voyons pas de signe d'une baisse soudaine des autres indicateurs du marché de l'emploi. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits. Nous pensons pouvoir surmonter cette situation. Je pense que c'est plus ou moins ce que fait le marché. Vous avez un peu répondu à ma prochaine question, mais vous pouvez nous dire en tant qu'économiste comment vous analysez ce rapport. Nous en avons parlé lors du dernier épisode et je vous invite à retourner l'écouter. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime, quelle que soit votre plateforme audio ou vidéo. Donnez-nous une critique 5 étoiles. Eric a l'habitude des critiques 5 étoiles et ça depuis l'école primaire, alors ne le froissez surtout pas, s'il vous plaît. Mais à propos d'ouragans, on disait à cette occasion que chaque fois qu'il y a de grandes catastrophes naturelles, les chiffres s'en trouvent forcément perturbés. Ce rapport-ci est important, car nous sommes à la veille des élections, et nous y reviendrons dans un instant. Mais suite à la première baisse des taux de la Fed, on se tourne forcément vers l'emploi. Alors, comment se passeront les choses dans les mois qui suivront la première baisse des taux? Car cette première baisse des taux indique que l'économie est un peu faible. Nous voulons voir l'emploi se redresser. Mais voilà que le deuxième rapport, suite à cette première baisse des taux de la Fed, ne nous donne pas les chiffres fiables qui nous permettraient de mieux comprendre ce qui se passe vraiment. Vous avez déjà dit que vous approfondissez les chiffres, vous vous attardez à certains d'entre eux, vous tentez d'analyser ces chiffres sur de longues périodes. Les marchés évoluent dans un certain sens, mais vous, en tant qu'économiste, vous regardez les choses un peu différemment. C'est bien cela. Oui, je suppose. On fait un zoom avant et un zoom arrière en même temps. Le zoom avant pour mieux observer le mix sectoriel ou le mix régional et qu'on ne saura pas vraiment avant le mois prochain. Attardons-nous à ces incapacités de travailler pour cause de tempête ou bien au nombre de travailleurs en grève pour le mois, etc. Mais comme je le disais, nous sommes limités dans ces chiffres. Mais ce qui paraît évident, c'est que cette soudaine faiblesse soit due aux ouragans et aux grèves et non à l'économie qui s'est soudainement effondrée. Voilà pour le zoom avant. Le zoom arrière nous amène à examiner d'autres indicateurs économiques. Les indicateurs d'activité vont tous être un peu perturbés pour le mois d'octobre, mais nous en avons d'autres qui sont davantage tournés vers l'avenir. Nous regardons les mesures de l'ISM et d'autres enquêtes sur les attentes et la confiance des consommateurs, et pour la plupart, ces indicateurs se maintiennent bien, voire se renforcent un peu. L'ISM manufacturier est sorti il y a une vingtaine de minutes à peine, Dave. L'indice global était un peu plus faible, mais les nouvelles commandes ont augmenté et la composante de l'emploi, même si elle n'est pas excellente, a augmenté aussi. Je ne vois pas d'effondrement soudain, je doute qu'il y ait une réelle nouvelle tendance du marché du travail. L'économie américaine est maintenant, nous pensons, dans un champ approximatif de son fonctionnement. Personne ne souhaite de faiblesse, mais il ne faut pas non plus qu'un demi-million d'emplois soient créés en un mois, si vous me suivez. Ce serait une menace de surchauffe. Il y a donc un juste milieu entre les deux. Je pense que cette zone s'est un peu élargie au cours des derniers mois. L'économie s'étant stabilisée au cours de l'été, il y a un peu plus de manœuvre. 200 000 emplois auraient été tout à fait acceptables, même mieux que 100 000. Mais en fin de compte, la situation semble assez normale. Et bien sûr, les chiffres de novembre, Dave, seront sans doute faussés dans l'autre sens, car les gens reviendront en masse au travail, la situation va se réchauffer, mais nous avons maintenant une idée approximative. Sans chercher à être trop précis, on peut se dire que ce nombre-ci d'emplois a été inférieur de 140 000 à la normale et que le mois prochain, le nombre pourrait être proche de 300 000.
Cela confirmerait la thèse selon laquelle l'économie crée environ 150 000 emplois par mois. Il sera donc important de voir cela. Et vous l'avez mentionné au début de votre question, disons-le assez complexe, on peut aussi regarder les données historiques. Historiquement, un ouragan moyen aurait soustrait environ 50 000 emplois à la masse salariale. Nous pensons que cette fois-ci, c'était plus que cela, mais il s'agissait de deux ouragans importants. Si 150 000 aurait pu être une estimation normale, Bloomberg prévoyait environ 100 ou 110 000 emplois. Autrement dit, le marché fixait un montant relativement normal. J'ai tout de suite pensé, quant à moi, et je l'ai écrit dans ma mémo lundi dernier, que je prenais le chiffre le plus bas, c'est-à-dire qu'il me semblait plus probable que nous allions être en dessous de ce chiffre, et c'est ce que nous avons fait. Psychologiquement, c'est une bonne chose qu'on ait obtenu un résultat négatif. Bien sûr, les choses se seraient rééquilibrées le mois suivant, mais psychologiquement, cela aurait pu créer de l'inquiétude. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au cours des 2 derniers mois, on a souvent parlé de la façon dont le marché interprète les bonnes nouvelles dans l'économie, comme des chiffres meilleurs de croissance et de meilleurs chiffres d'emploi également. Il semble qu'avant, les marchés interprétaient presque les mauvaises nouvelles comme de bonnes nouvelles, que la faiblesse allait contribuer à maîtriser l'inflation et, en fin de compte, à faire baisser les taux d'intérêt. Les mauvaises nouvelles étaient donc nécessaires pour créer les bonnes nouvelles à venir. Ensuite, il semble que nous soyons passés d'une bonne nouvelle à une autre. On commence à baisser les taux, on a maîtrisé l'inflation, ou bien on la garde sous le contrôle. Les bonnes nouvelles devraient être de bonnes nouvelles. Nous avons reçu hier des nouvelles sur l'inflation et d'autres sujets. Mais les bonnes nouvelles d'hier ont été interprétées comme de mauvaises nouvelles. Le marché a connu une mauvaise journée. Aujourd'hui, les mauvaises nouvelles semblent être de bonnes nouvelles. Que s'est-il donc passé pour changer la psychologie du marché? Ou est-ce simplement comment il fonctionne? Il y a des acheteurs et il y a des vendeurs et ils se mettent d'accord. On ne sait pas comment se passera la journée ni la suivante. C'est ce qui est amusant et c'est pourquoi nous ne sommes pas tous des millionnaires, je suppose. Vous avez raison. Je pense qu'il y a une certaine nervosité générale. Nous avons des élections dans quelques jours aux États-Unis. Il y a sûrement un peu de ça. Je pense qu'une partie de l'enthousiasme boursier d'aujourd'hui, du moins à la lecture de ce bulletin, est également due à des rapports sur les bénéfices des entreprises qui sont plutôt bons. Il y a donc toutes sortes de choses qui bougent, mais une partie est certainement liée aux données économiques. Sans vouloir refaire toute la séquence, je dirais qu'en effet, le marché s'est montré incertain. Les taux d'intérêt de la Fed vont-ils être abaissés ou pas? Est-ce que ce sera une baisse importante? À un moment donné, on a souhaité que les données soient plus faibles afin d'obtenir ces réductions et d'atténuer la douleur liée au taux d'intérêt. C'était peut-être la pensée dominante pendant une bonne partie de l'été. À la fin de l'été et en septembre, on est revenu à une réduction de 50 points de base. Tout le monde s'en est réjoui. De nombreuses réductions de taux étaient prévues. Il n'en fallait pas davantage. Le marché s'est donc réjoui lorsque les données étaient bonnes. Et bien sûr, depuis lors, nous avons vu le marché anticiper quelques baisses de taux d'ici le milieu de l'année prochaine et ne plus être aussi convaincu. On en revient à l'idée qu'il ne faut pas que les données soient trop bonnes, sinon les baisses de taux n'auront pas lieu. Et il est délicat d'opérer dans un environnement de taux élevé. Il y a donc un certain degré d'inconstance, mais oui, des données modérément bonnes sont bonnes, c'est la constante ici, et oui, les mauvaises données sont mauvaises, même chose. En réalité, le seul point de débat est lorsque les données sont vraiment solides, est-ce bon ou mauvais? Je suppose que cela dépend du contexte dans une certaine mesure. Nous ne sommes plus à une époque aussi simple qu'il y a un mois. C'est pourquoi on ne vous autorise pas à prendre même un jour de congé. Les choses bougent trop. Hier, l'indice PCE, une petite mise à jour là-dessus. Compte tenu de tout ce dont nous avons parlé, comment cela affecte-t-il l'orientation de la Fed à court terme? Vous avez déjà parlé du long terme jusqu'à l'année prochaine. Oui, c'est vrai. PCE veut dire dépenses de consommation personnelle, si je ne m'abuse, je devrais m'en souvenir. En un mot, une combinaison des revenus et des dépenses mensuelles et des mesures d'inflation mensuelles en provenance des États-Unis. Si l'IPC a son importance, le déflateur PCE, qui est un indice des prix, est la mesure de l'inflation préférée de la Fed.
On doit y prêter attention. Par défaut, il est moins chaud en moyenne que l'IPC, mais cela ne veut pas dire que les choses vont mieux pour autant. C'est une autre façon de présenter les choses. En ce qui concerne l'activité, elle a été assez forte. Les revenus ont augmenté de 0,3%, comme prévu, mais plus que le mois précédent. Du côté des dépenses, nous avons constaté une bonne augmentation. L'augmentation a été de 0,5% sur un mois. On ne peut pas continuer de maintenir une telle progression 12 mois de suite, mais cela représenterait un taux de croissance annualisé de plus de 6%, ce qui est plutôt bon. Et il y a quelques révisions à la hausse en cours de route, l'activité semble solide. Vous avez mentionné que le marché ne se sent pas si bien parce qu'il est trop fort. À la marge, on ne peut soutenir cela. Et puis, du côté des prix, le déflateur PCE a été en grande partie conforme aux attentes, si ce n'est un peu plus fort que ce que nous aurions souhaité. Les conséquences de toutes ces mesures, s'il y a une certaine surchauffe, sont que cela complique peut-être encore les perspectives de la Fed. C'est ce qu'il faut retenir de la journée d'hier. Les perspectives de la Fed sont devant nous, jeudi prochain, je crois. Je pense que la Fed peut encore réduire ses taux et qu'une réduction de 25 points de base est probablement la bonne. Certains ont débattu de 50 points, mais ce débat a disparu. On débat plutôt de savoir s'il pourrait faire une pause. Et bien sûr, l'approche d'une élection, le timing est particulier, mais je crois qu'ils peuvent y aller de 25 points de base. Cela dit, je crois qu'ils se préoccupent aussi de cohérence et de prévisibilité. Si pour un banquier central la situation n'est pas aussi claire qu'il souhaite, cela lui prendrait davantage de preuves pour stopper tout un cycle d'assouplissement après une seule baisse de taux. Je pense qu'ils peuvent y aller avec 25 points de base, mais il semble que le processus pourrait être légèrement plus lent, alors que l'économie montre, selon nous, une certaine vigueur. Éric, juste avant les élections de la semaine prochaine, quelques réflexions peut-être, et on va les garder, disons, générales. On y reviendra sans doute la semaine prochaine de toute façon, alors qu'on fera un récapitulatif. Peut-être aurons-nous un gagnant à ce moment-là, on ne sait pas, ou du moins une assez bonne idée du gagnant et de la façon dont le Congrès sera constitué, le Sénat et la Chambre des représentants. Nous saurons si un seul parti contrôlera tout ou si le gouvernement sera divisé. Ensuite, nous aurons une idée de l'orientation politique de chaque administration, ce qui nous permettra de commencer à faire quelques observations sur la façon dont les choses pourraient se dérouler dans le contexte actuel. Je sais que vous avez écrit, que vous avez réfléchi sur la question, mais alors que les Américains se rendent aux urnes mardi prochain, quelles seraient vos réflexions sur la question? Oui, c'est vrai. Et tandis que je vous parle, j'essaie de retrouver les probabilités les plus fraîches. Nous sommes passés d'une course très serrée le mois dernier à une course qui semble légèrement favoriser Trump comme le vainqueur le plus probable. Mais la course pourrait se terminer d'un côté comme de l'autre. Les sondages ne valent pas rien, mais ils ont moins de sens qu'auparavant. Les taux de réponse sont si faibles et tant de facteurs rendent le résultat plutôt incertain. La course est donc très serrée et vous ne trouverez pas beaucoup d'articles affirmant que l'un ou l'autre a plus de 60 ou 63% de chances de l'emporter. Trump semble avoir un peu d'avance. J'ai remarqué ces 2 derniers jours que selon les prévisions, les choses se resserrent à nouveau un peu. Beaucoup de gens ont déjà voté de manière anticipée, cela complique les choses, mais en lisant les chiffres, il semble que Trump soit légèrement favori. Mais bon, Harris a également des chances, on le sait. Désolé de ne pas vous donner une réponse plus certaine, mais c'est la situation actuelle. On ne le saura probablement pas avec précision le soir de l'élection. Il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps. J'espère que nous aurons une idée, même incertaine, du Congrès. Bien sûr, le président est important, mais il est économiquement aussi important qu'il y ait un balayage du Congrès et qu'un parti s'aligne sur le président, ce qui signifierait davantage de législation, d'argent dépensé, de réduction d'impôts, etc. Un alignement du Congrès serait un scénario plus favorable à l'économie à court terme, un Congrès divisé serait moins favorable à court terme. D'une manière générale, les calculs très approximatifs que nous avons faits montrent qu'à très court terme, aucun des 2 présidents ne soutiendrait à ce point la croissance. Ni l'un ni l'autre n'est en mesure de relancer massivement l'économie. Chacun a des éléments de sa campagne qui pourraient nuire à la croissance.
Les tarifs douaniers et les plans d'immigration de Trump ralentiraient la croissance, les réductions d'impôts et la déréglementation la relanceraient. Si on additionne tout ça, nous obtenons un résultat à peu près neutre. Il y a beaucoup de conjonctures de suppositions. Du côté de Harris, les augmentations de dépenses soutiennent la croissance. En revanche, les hausses d'impôts lui nuisent. D'autres éléments plus subtils entrent en ligne de compte. Nous estimons qu'elle a un impact légèrement négatif sur la croissance à court terme, mais la différence est assez faible. Je ne m'attends pas à ce que l'un soit le sauveur économique et l'autre le contraire. Je pense qu'il s'agit de petits effets. Du point de vue du marché, il est clair que le marché boursier aime Trump, ils aiment le programme républicain, ils aiment les réductions d'impôts, la déréglementation, c'est là que se situe la priorité. Nous pourrions débattre de la question de savoir si c'est la bonne interprétation, mais ce l'est l'interprétation. Je ne pense pas que l'interprétation du marché va changer au cours de la semaine prochaine. Par conséquent, en cas de victoire de Trump, je pense que le marché boursier pourrait augmenter un peu plus. Si Harris l'emporte, ce ne sera peut-être pas le cas. J'insiste sur le fait qu'une bonne partie de cette hausse est déjà prise en compte. Le fait est assez rare que le marché fasse de grands mouvements juste après le résultat d'une élection. Il est assez rare que le résultat de l'élection soit le thème dominant du marché. Je ne pense pas que ce soit la seule chose à laquelle nous devons penser. Il s'agit de très grandes lignes sur la façon dont le marché pourrait interpréter les choses. Trump entraînerait des rendements plus élevés peut-être, Harris pourrait faire baisser les rendements, Trump pourrait renforcer le dollar, Harris un dollar légèrement plus faible, mais il s'agit de réflexion à la marge. Encore une fois, ce n'est peut-être pas la thèse centrale de nos propres décisions d'investissement pour l'année prochaine. Même si l'on parvenait à tout prévoir, les marchés de Paris n'en sont pas sûrs et je ne pense pas que nous ayons une idée précise du résultat qui soit supérieure à celle des marchés du Paris. Je ne suis pas sûr que quiconque le sache non plus à l'heure actuelle. Nous avons analysé tous les modèles. J'ai été en train de regarder une liste de 13 questions que nous surveillons. Les gens ont toutes sortes de modèles très intéressants, mais ils ne sont pas parfaits. Ils sont en désaccord les uns avec les autres dans une large mesure. Nous attendons que ce soit plus clair. Oui, vous avez raison. Compte tenu de la structure des élections américaines, de la façon dont les élections se déroulent au niveau de chaque État et du fait que c'est le vainqueur qui emporte la mise dans l'État en question, il y a une marge d'erreur pour les candidats. Et on se situe tout à fait dans la marge d'erreur dans 7 États différents en ce moment. En ce qui concerne les sondages, si l'on considère les dernières élections, pas seulement les présidentielles, mais aussi les élections intermédiaires de 2018 et 2022, les sondages ont vraiment raté la cible par rapport au début du millénaire. Tous ceux qui pensent avoir une idée précise de la situation ont accès peut-être à des informations que nous ne connaissons pas et ils vont faire des paris. En fait, je pense que lorsque je fais différentes présentations à cette époque de l'année, ou même en période électorale, je dis souvent que les marchés d'investissement préfèrent généralement un gouvernement divisé à un parti qui exerce un contrôle total. Et ça, c'est un peu le thème que l'on retrouve dans l'ensemble de votre travail, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Cela limite les excès qu'un seul parti pourrait permettre, ou je pense que de réfléchir à 2 fois avant d'agir. On sait que les entreprises apprécient les réductions d'impôts, n'éludons pas totalement cet aspect, mais elles aiment aussi un certain degré de prévisibilité dans un environnement réglementaire cohérent et équitable qui ne change pas beaucoup d'une année sur l'autre. Vous avez donc raison, les congrès divisés peuvent être parfaitement bien de ce point de vue. C'est une question très délicate, même lorsque nous disons que le candidat X pourrait accélérer un peu l'économie à court terme, il ne faut pas oublier qu'il s'agit essentiellement pour le gouvernement d'emprunter plus d'argent avec ce candidat et de le dépenser. Il s'agit d'une dette plus élevée qu'il faudra rembourser plus tard. Et le marché obligataire ne l'apprécie peut-être pas tant que cela. Il s'agit donc d'une question profondément nuancée tout au long du processus. On ne va pas lever les bras au ciel et dire que tout cela n'a pas d'importance, mais du point de vue de l'économie et du marché, ce n'est pas aussi noir et blanc qu'on pourrait l'imaginer. Certains pensent maintenant qu'ils ont tout compris. Trump avait été sous-estimé lors des 2 dernières élections, alors il aurait plus de chances de l'emporter cette fois-ci. Oui, sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé lors des dernières élections de mi-mandat. En fait, les républicains ont été surestimés.
Et les sondeurs ne sont pas aveugles à cela. Ils ajustent activement leurs prévisions sur la base de leurs erreurs antérieures. Les sondages ne peuvent pas être parfaits et on doit accepter le fait que l'issue est très incertaine. Je m'en répéterai au marché des paris pour dire que Trump a peut-être un léger avantage, mais si vous ne croyez pas à des probabilités de 43%, Ouais, elles c'est se exact. produisent pourtant 43% du temps. Pensez au baseball. C'est ce que le baseball nous enseigne, pas vrai? Les meilleures équipes de baseball gagnent à un taux légèrement supérieur à quoi? 60 ou 65%? Autrement dit, elles vont perdre 35 à 40% du temps. Alors, au cours de la saison régulière de baseball, je pense qu'il y a 162 matchs, la meilleure équipe va perdre régulièrement et parfois même contre la pire équipe. Et ce n'est pas comme si c'était des 100 chances contre zéro, ce qui est plus proche de la situation du football et du soccer. Il y a bien quelques surprises ici et là de temps en temps, mais en général, c'est l'équipe la plus forte qui bat l'équipe la plus faible, en tout cas le plus souvent du temps. Alors, le baseball, au fond, c'est la vie, Eric. OK, je pensais que vous alliez me parler des meilleurs frappeurs qui frappent pour une moyenne de 300. À ce compte-là, un candidat qui obtient 30% des voix devrait se sentir très heureux. Ou bien j'ai fait une mauvaise interprétation? Après tout, vous avez peut-être raison. Le baseball ne nous apprend pas grand-chose, ou bien il nous apprend l'échec. C'est ce que me disaient mes professeurs, Dave. On peut échouer et être quand même excellent au baseball. Très bien, cela va rassurer les gens. Vous avez parlé des politiques proposées par les deux candidats et sur ce que l'on attend des deux partis, et puis de la possibilité que le gouvernement soit divisé ou aligné d'une manière ou d'une autre. Une élection si divisée semblerait suggérer que ces partis sont très éloignés l'un de l'autre. Il y a certes des différences dans la manière dont ils veulent parvenir à la croissance économique, à la stabilité économique, à la gestion de l'inflation, toutes ces choses. Mais quand on s'attarde à ce que les deux partis vont faire, on se rend compte que le résultat n'est pas très différent. Oui, d'un point de vue économique. Du point de vue de l'investissement, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Il y a beaucoup de bruit autour de ce qui se passe là-bas, beaucoup de vitriol. Moi, je vais faire ceci, vous faites cela. Votre politique est terrible, regardez plutôt la mienne. Et il y aura toujours du bruit à court terme. Il ne faut pas le sous-estimer. Et autour de tout ce qui pourrait se passer. Les élections américaines les plus récentes ont suscité beaucoup d'émotions, mais du point de vue de l'investissement, le monde continue. Les entreprises dans lesquelles vous investissez, si vous achetez des actions, envisagent les deux politiques. Elles vont forcément s'y adapter à ces politiques. Des personnes intelligentes dirigent ces entreprises, elles vont continuer à faire de l'argent. Certaines seront un peu favorisées, d'autres non, mais cela demeure marginal. Le marché obligataire représente tout un monde de billions de dollars d'obligations dans tous les types de crédits, de l'État à l'entreprise, de qualité supérieure, en passant par les obligations à haut rendement, etc. Et c'est un marché très profond. Encore une fois, il se peut qu'il y ait un petit choc à court terme, mais dans l'ensemble, si les politiques sont les mêmes, le marché obligataire ira là où il doit aller. Je ne veux pas minimiser l'émotion. Je sais que beaucoup de Canadiens sont inquiets de ce qui se passe au sud de la frontière. Il est certain que cela a toujours un impact sur ce qui se passe ici. Mais en même temps, si on y réfléchit du point de vue de l'investissement, et voilà ce que nous faisons à cette émission, en général, les élections sont surestimées en termes d'impact sur un portefeuille diversifié. C'est exact. Historiquement, les marchés ont progressé de manière remarquablement similaire sous des régimes démocrates et républicains au fil du temps. Je dois toujours simplement me rappeler que cela va perdurer pour les 4 prochaines années, que cela changera à nouveau par la suite. Si quelqu'un a fait de mauvaises politiques, ces politiques ont toutes les chances d'être modifiées. Nous procédons par itération à partir de là. En fin de compte, on peut faire face à beaucoup de choses tant que les fondamentaux de l'entreprise sont bons. Eh bien, Éric, nous avons couvert beaucoup de terrain. Je continue à ajouter des couches et des ramifications à toutes les questions que je vous ai posées. Après avoir passé la nuit à distribuer des bonbons, vous avez manœuvré avec votre dextérité normale, votre savoir-faire, bref, tout ce qui fait de vous l'économiste canadien qui travaille le plus fort, Éric.
Merci de vous être joints à nous. Nous verrons ce qui se passera la semaine prochaine. On vous contactera s'il y a quelque chose d'important à dire aux auditeurs. Très bien. Merci beaucoup, Dave, et au revoir à tous. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.